C'est une histoire terrible, une tragédie qui nous laisse sans voix. L'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, alors qu'elle était en train de faire son travail dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Shirin Abu Akleh était une figure de la chaîne panarabe Al Jazeera dans une Palestine qu'elle couvrait depuis de très longues années. Qui a tué Shirin Abu Akleh ? Ses collègues pointent du doigt l'armée israélienne. Nous en parlons avec la journaliste Sarah Grira du site internet d'information Orient 21, très bonne connaisseuse du sujet. On regarde d'abord un magnéto. Les tirs d'armes automatiques sont incessants. Un homme hurle le prénom de la journaliste et appelle au secours. Impossible de déterminer sur ces images l'origine des tirs. Shirin Abu Akleh est touchée, inconsciente, face contre terre. Son gilet pare-balles avec l'inscription presse n'a servi à rien. Dans un communiqué, la chaîne Al Jazeera accuse l'armée israélienne d'avoir tué de sang-froid leurs collègues, une affirmation contredite par Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, qui tient au contraire responsable des groupes palestiniens, sans apporter plus de preuves. Un autre journaliste, Ali Al-Samoudi, a également été blessé. À sa sortie de l'hôpital, il a accusé l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur leur groupe. Le décès de la reporter intervient près d'un an après la destruction par une frappe israélienne des bureaux de la chaîne de la bande de Gaza. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez suivi cette tragique affaire de l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh. Je vais vous poser une question abrupte. Qui a tué Shirin Abu Akleh ? L'armée israélienne. Question abrupte, réponse franche. Tout à fait. Alors, il y a eu des oui. controverses quand même, c'est-à-dire dès le moment où on a appris son assassinat, il y a eu un ensemble de polémiques sur ce qui s'est passé. Dans un premier temps, les autorités israéliennes, relayées par des leaders d'opinion et des médias comme I24, qui, on le rappelle, fait partie du même ensemble que BFM, ont évoqué un tir palestinien. Est-ce que vous pouvez nous raconter toutes les stratégies du déni ? D'abord, nous dire pourquoi, à votre avis, il est indubitable que c'est l'armée israélienne qui l'a tué, et nous raconter les stratégies du déni qui ont entouré cette affaire. Alors déjà pour les circonstances de son assassinat, d'abord il y a les images, donc heureusement qu'il y a des preuves. Effectivement, la première version d'Israël, parce que effectivement dans toute cette polémique, c'est toujours des Israéliens, donc soit l'armée, soit le gouvernement israélien, qui sont à l'origine d'un contre-discours pour contester le fait qu'elle ait été tuée par l'armée israélienne. Donc comme je vous disais, d'abord il y a les images. Shirin Abu Akleh, donc d'abord il n'y avait pas d'affrontement. Il y avait une incursion de l'armée. Ça, c'est un élément de langage israélien. Voilà, il n'y avait pas d'affrontement et qui a été relié aussi par des médias français, il faut aussi le rappeler. Donc il n'y avait pas d'affrontement entre l'armée israélienne et des hommes armés palestiniens. Il y avait une incursion de l'armée israélienne dans le camp de Jénine qui a été couverte par un groupe de 4 ou 5 journalistes, dont Shirin Abu Akleh, qui en plus, et on le voit dans les images, portait un casque et un gilet pare-balles sur lesquels il était bien marqué presse. Et l'endroit où elle a été touchée, c'est derrière la nuque, montre bien que non seulement donc elle a été visée, mais en plus par un tir probablement, et c'est une thèse qui est confirmée par beaucoup de correspondants ou d'anciens correspondants sur place, par un tir de sniper de l'armée israélienne, parce que c'est un tir très précis. Alors pourquoi donc la stratégie du déni, effectivement, alors on a eu plusieurs versions. Donc au début c'était alors non, elle a été prise dans des affrontements, c'est probablement une balle palestinienne, et puis c'est peut-être une balle qui a fait ricocher, et puis on a quand même eu aussi l'indécence israélienne qui a demandé aux Palestiniens, rendez-nous la balle et on vous dira si elle émane d'une de nos armes ou pas. Dans tout cela, ce qui est non seulement elle a été assassinée, il y a aussi le deuxième volet qu'il faut aussi rappeler, c'est les images des funérailles qui sont donc en fait tous ces éléments montrent que effectivement que c'était un tir délibéré, donc c'est bien pour cela qu'on parle d'assassinat. Et puis alors elle gênait peut-être parce que quel est l'événement spécifique qu'elle couvrait et quel était l'enjeu de cette couverture? Alors l'événement qu'elle couvrait, c'était donc
l'incursion de l'armée israélienne dans le camp de Jénine, parce qu'il y a eu des attaques en fait contre des Israéliens la dernière fois. Donc vous savez, les opérations où des Palestiniens avaient poignardé des Israéliens, et donc toujours dans la logique de punition collective de l'armée israélienne, eh bien enfin voilà, il y a une opération militaire et on inflige donc à tout un camp, toute une ville, une punition collective suite à ces opérations. Pourquoi elle gênait? D'abord, Shirin Abu Akleh est un symbole parce que c'est une figure très connue, effectivement, comme vous l'avez souligné dans le monde arabe, mais ce n'est pas une exception. Depuis 2000, selon le rapport de Reporters sans frontières, il y a 35 Palestiniens, journalistes palestiniens qui ont été tués. La question 35 plus d'un par an. Oui, voilà. Donc depuis la deuxième intifada. Alors la question, c'est bizarrement pourquoi il n'y a jamais de journalistes israéliens qui sont tués alors qu'ils couvrent aussi ces événements, parce que souvent ils sont soit du côté de l'armée israélienne, soit ils ne vont pas jusqu'au bout. Je voudrais juste vous citer à ce propos donc le propos d'un journaliste israélien qui s'appelle Nir Hassan et qui disait il y a 2 jours, en parlant justement de cette différence entre journalistes israéliens et palestiniens, c'est comme si on travaillait dans 2 professions différentes, ils vont jusqu'au fond de la mine et nous on attend à l'entrée. Donc ce qui dérange, effectivement, c'est ça. Et c'est souvent, d'ailleurs, on l'a vu aussi au moment de la marche du retour à Gaza. En fait, ce qui dérange surtout, c'est les images. Donc ce que Israël ne veut pas que le monde voit, c'est des images, des incursions, des opérations militaires. Et c'est pour cela que c'est souvent aussi des caméramans et des photographes qui sont visés par l'armée israélienne. Alors Shirin Abu Akleh était une vedette, une femme connue dans plusieurs pays, parce que Al Jazeera en arabe, c'est un média international qui est regardé dans tout le monde arabophone, c'est qui est consistant. Alors qu'est-ce qu'elle représentait dans les pays où Al Jazeera en arabe est regardé? Alors effectivement, c'est une des premières et des plus anciennes journalistes d'Al Jazeera. Donc elle est vraiment, elle a accompagné plusieurs générations en fait des téléspectateurs d'Al Jazeera. C'est une figure symbolique de la couverture des événements en Palestine, sachant que tout le staff des correspondants d'Al Jazeera dans la Palestine historique, donc que ce soit dans les territoires de 48 ou en Cisjordanie ou en Gaza, c'est toujours des Palestiniens. Il y a aussi le fait que, alors, on peut beaucoup critiquer Al Jazeera, notamment depuis 2011, sa manière de couvrir, par exemple, les printemps arabes. Il y a eu du discrédit aussi qui a joué contre cette chaîne depuis une 12aine d'années maintenant. Mais sur la question palestinienne, elle reste une référence pour deux raisons. C'est que c'est un des dossiers sur lesquels elle continue à avoir un discours intellectuellement honnête et journalistiquement déontologique, mais aussi elle a tout un réseau de journalistes, de correspondants sur place qui ne vont pas juste se contenter de justement couvrir les grandes lignes, les grands titres, mais aller vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que Shirin Abu Akleh, concrètement, elle est de Jérusalem, mais voilà, elle apprend qu'il y a une incursion à Jénine, elle prend sa voiture et elle va à Jénine. Et c'est aussi, donc à part justement le fait de couvrir tout ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi une figure, c'est une femme journaliste, donc c'est symboliquement quand même fort de voir une femme reporter de guerre qu'on a souvent vue avec son casque, avec son gilet pare-balles, qui était souvent première ligne dans les opérations militaires de l'armée. Donc effectivement, symboliquement, c'est aussi une figure journalistique très courageuse. C'est l'inspiration, une fenêtre vers la liberté. Oui. Un modèle, oui, pour sans doute beaucoup de journalistes ou de jeunes filles, de jeunes femmes du monde arabe, oui. Peut-on encore travailler sur ce conflit quand on est un reporter palestinien sans avoir sérieusement peur pour sa vie ou pour son intégrité physique? Est-ce que l'objectif est de rendre impossible la couverture de cette situation qui se dégrade? Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a un vrai risque qui pèse sur les journalistes palestiniens, qui ne pèse pas sur leurs confrères et consoeurs israéliens. On le voit aussi, malheureusement, il y a un certain désintérêt pour ce qui se passe dans les territoires occupés, plus généralement Palestine, sur le territoire de la Palestine historique. Donc il y a aussi de moins en moins de correspondants aujourd'hui, même en France. En fait, il y a très peu de médias qui continuent
continue à avoir des correspondants sur place. Et ce que je voudrais aussi souligner ici, c'est que cette différence de traitement, le fait que quand on est journaliste palestinien, qu'on couvre ce genre d'événements, ça veut dire que l'on risque sa vie, alors que ce n'est pas le cas pour les confrères et consoeurs occidentaux et ou israéliens, c'est aussi en fait une forme d'apartheid. C'est pour deux journalistes qui sont sur le même territoire. Pour un journaliste israélien, il n'y a aucun risque vital, alors que pour un journaliste palestinien, cela équivaut à une condamnation à mort. Après sa mort, Shirin Abu Akleh, du moins la dépouille de Shirin Abu Akleh, a connu une nouvelle épreuve dont témoignent des images terribles qui ont fait le tour du monde et qu'on va regarder. مشهد مؤلم بكل تأكيد على الهواء مباشرة قوات الاحتلال نعم تعتدي على الشبان التابوت لم يبقى الآن قوات الاحتلال تطلق القنابل في داخل المستشفى. نحن نتحدث عن مستشفى لا نتحدث عن ساحة حرب. إطلاق النار في داخل أبنية المستشفى التي يتواجد فيها كما نستمع إطلاق نار إطلاق قنابل هناك إصابة. Sarah, quand on regarde ces images, on ne peut s'empêcher de poser une question, mais pourquoi ils font ça? On n'a pas l'impression que ça leur profite. Pourquoi ils donnent un tel spectacle qui nuit à leur image, en tout cas vue d'ici? Alors je n'ai pas des capacités psychanalytiques, donc franchement, je n'ai pas de réponse à cette question, en fait. Politique, c'est un dérapage. Alors dérapage, non. Je pense que vu la quantité, le nombre de policiers mobilisés, on est devant un hôpital. C'est devant l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem, et la police est en train d'attaquer un cortège funèbre. Donc, elle a matraqué des personnes qui portaient un cercueil. Je veux dire, là, on est au-delà de toute logique politique, c'est-à-dire que le simple droit humain a un minimum d'intégrité, de dignité, le droit d'être enterré, d'avoir droit à une cérémonie funéraire digne et nié par les autorités israéliennes. Alors, est-ce qu'il y a une logique politique derrière? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour en venir à un tel acte, il faut quand même être certain d'un sentiment, ou être en tout cas imbu d'un sentiment d'impunité extraordinaire. C'est-à-dire que les autorités israéliennes savent pertinemment que même si elles commettent des actes aussi indignes, aussi choquants, personne de la dite communauté internationale, c'est-à-dire le monde occidental, personne ne va lever le petit doigt. Il y aura une petite condamnation par-ci, une petite moue par-là, mais rien de plus, en fait. Il n'y aura aucune sanction, ça ne sera jamais suivi d'effet. Et je pense que c'est surtout cela qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que Israël peut toujours dépasser n'importe quelle limite, n'importe quelle ligne rouge. Ça n'est jamais suivi de conséquences. Certaines interprétations estiment qu'il était question pour l'armée israélienne d'empêcher une sorte de jonction entre les communautés palestiniennes, d'empêcher que se passent tout à fait bien des funérailles qui devaient finalement réunir les Palestiniens d'obédience chrétienne et les Palestiniens d'obédience musulmane. Parce qu'on a vu des prières œcuméniques qui ont été données avant l'enterrement de Shirin Abu Akleh, dont on rappelle qu'elle était une Palestinienne chrétienne de rite syriaque. Est-ce que cette question-là vous semble pertinente, ou vraiment c'est vraiment chercher des explications là où il n'y en a pas? Non, c'est tout à fait possible, oui. De toute façon, la logique de division de la part des autorités israéliennes, on la connaît. Alors, diviser les chrétiens et les musulmans, diviser les Palestiniens de Cisjordanie et ceux, donc les Palestiniens de l'intérieur, donc ceux qui vivent sur le territoire israélien, diviser aussi ces Palestiniens-là avec ceux de Gaza ou ceux de la diaspora. Donc oui, la stratégie de division, qui en l'occurrence n'a pas marché, parce qu'on a vu des images très touchantes de prières communes, donc musulmanes et chrétiennes, aux funérailles de Shirin Abu Akleh. La stratégie n'a pas marché. C'est aussi peut-être une manière de rappeler ou d'une volonté en fait de la part d'Israël de rappeler ou d'imposer encore une fois son contrôle absolu de Jérusalem, notamment de Jérusalem-Est, qu'elle a
annexé, que les autorités ont annexé de manière unilatérale et contrairement à tout, dans un déni complet de tout principe de droit international. Et donc voilà, même s'ils le disent, il y a une performativité du langage qui finalement n'aboutit pas chez eux. Donc voilà, même s'ils disent qu'ils ont annexé Jérusalem, dans les faits, Jérusalem-Est reste un territoire palestinien de fait, et donc c'est cette volonté de toujours vouloir réaffirmer sa présence. C'est d'autant plus intéressant que là, c'est la police israélienne qui intervient, et donc quand il s'agit, vu qu'on est dans une gestion coloniale en fait des populations palestiniennes, quand il s'agit de gérer, de contrôler ces populations-là, on est toujours dans une une logique militaire en fait. Donc même si c'est la police, on est dans une logique de gestion militaire, et du coup ces images ne sont guère différentes de celles qu'on voit quand ce sont les militaires israéliens qui interviennent dans les territoires occupés. Alors je voulais qu'on évoque d'autres images qui sont devenues virales ces derniers jours et où on voit dans la ville d'Hébron, je crois, des personnes courir avec leurs affaires personnelles comme pour emménager en douce dans un immeuble. On regarde. Les images, elles ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. De quoi elles sont le nom? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, alors c'est dans le sud d'Hébron, il y a quelques jours, la Cour suprême israélienne a décidé, donc, alors, un peu de contexte pour ceux qui ne le savent pas forcément, dans la logique donc d'une colonisation de peuplement, il y a toujours une politique de colonisation qui se poursuit dans les territoires occupés, donc en Cisjordanie en l'occurrence. Donc il y a la construction de nouvelles colonies, et il y a aussi donc le déplacement, donc on renvoie la population palestinienne, et là donc ça a été, on se rappelle l'année dernière, et c'est toujours en cours à Jérusalem, dans Jérusalem-Est, dans le quartier de Shir Jarrah, à Salwan aussi. Donc il y a une volonté de renvoyer, de chasser en fait la population palestinienne qui est ici pour la remplacer par une population juive israélienne. Et là, il se passe la même chose, c'est-à-dire que avec en plus là un adoubement légal, juridique en tout cas, c'est que la Cour suprême israélienne a décidé de chasser 10 000 Palestiniens de 8 villages qui se trouvent dans le sud d'Hébron. Pour rappel, c'est l'opération de déplacement d'une population palestinienne la plus importante depuis 67. C'est quand même 10 000, encore une fois, 10 000 personnes qui sont chassées. Donc voilà, c'est comme d'habitude, on est dans une logique où on déplace une population palestinienne pour la remplacer par une population donc de colons juifs israéliens. Et c'est une des manifestations tout simplement de la politique d'apartheid que mène Israël sur tout le territoire. Mais dans ce cas précis, pourquoi ils se précipitent avec leurs affaires personnelles? Ils vont occuper un lieu vide? Oui, c'est toujours, en fait, c'est des images qu'on a toujours vues. Hein. C'était souvent le cas, d'ailleurs, on les a surtout vues à Jérusalem, ce genre d'images. C'est-à-dire que dès que parce qu'en fait, pour ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans les villages d'Hébron. Il y avait les bulldozers de l'armée qui étaient là pour détruire les maisons. Mais quand les maisons ne sont pas détruites, les colons vont se précipiter avec leurs affaires pour prendre le contrôle des lieux avant que la population palestinienne ou des Palestiniens... Quand les occupants ne sont pas là, quand ils sont chassés, pour éviter en fait qu'ils reviennent. C'est tout simplement la politique du fait accompli. Dès que le lieu est vide, on est là, on l'occupe et on empêche l'autre de revenir. En fait, dans un état de droit, de telles pratiques n'existent pas. C'est-à-dire que on a la peine à imaginer ce type de comportement dans un pays démocratique, parce que
une des choses dont se prévaut l'État d'Israël, c'est son caractère démocratique. Oui, c'est la seule démocratie du Proche-Orient, comme ils aiment souvent à le répéter. Alors bon, je pense qu'il est assez clair aujourd'hui que ce discours, au mieux, c'est de la propagande, au pire, c'est une grosse blague. Mais je veux dire, le principe même d'un État démocratique, c'est une égalité entre les citoyens de cet État, ce qui n'est évidemment pas le cas en Israël. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Donc ça, là, depuis 2 ans, il y a plusieurs organisations de droits humains en Israël même, comme B'Tselem, il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International aussi depuis le mois de février, qui parlent aujourd'hui d'apartheid en Israël, et en fait d'apartheid sur tout le territoire qui est contrôlé par Israël, c'est-à-dire sur tout le territoire de la Palestine historique. En d'autres termes, en Israël même, donc dans les terres israéliennes même, mais aussi dans les territoires occupés de Cisjordanie ou de Jérusalem-Est, mais aussi à Gaza, qui n'est pas factuellement occupé par l'armée israélienne, mais qui est sous blocus, rappelons-le, depuis 2017. Donc dans tous ces territoires-là, toutes ces terres-là qui sont sous le contrôle de l'armée israélienne, il y a un apartheid, c'est-à-dire qu'il y a, pour reprendre l'expression d'Orwell, certains citoyens sont plus égaux que d'autres. Donc en Israël même, les citoyens palestiniens, donc qui sont de nationalité israélienne, vont avoir de fait, il y a une discrimination en fait, c'est-à-dire que depuis 2018, Israël a fait voter la loi de l'État-nation, donc qui définit Israël comme un État juif, et du coup, elle a entériné, Israël a entériné par cette loi un état factuel en fait d'apartheid, c'est-à-dire que maintenant c'est inscrit dans le marbre qu'il y aura une discrimination en faveur des Israéliens en termes de territoire. Des Israéliens juifs, oui, pardon, en termes de territoire, en termes de logement, en termes d'immigration, ils seront toujours favorisés par rapport aux Israéliens palestiniens. Dans les territoires occupés, cela se manifeste d'une autre manière, c'est-à-dire que ça va être au niveau du déplacement, donc les checkpoints, ça va être le fait de vivre sous un ordre militaire, enfin sous un régime militaire, c'est-à-dire que vous pouvez être chez vous et avoir l'armée qui débarque, qui vous chasse ou qui mène des opérations sur le territoire. Ça va être pour Gaza un blocus total, ça va être pour les Palestiniens de la diaspora l'interdiction de fouler le territoire palestinien ou israélien, contrairement aux étrangers juifs qui, eux, auront toujours la possibilité non seulement de venir en Israël ou dans les territoires occupés, mais aussi de s'y installer, donc dans les colonies également, et aussi d'obtenir donc la nationalité israélienne et tout ce qu'il faut pour s'installer et pour mener leur vie là-bas. Donc c'est vraiment un état d'apartheid à tous les niveaux, et donc voilà, c'est complètement incompatible avec le fait de se prétendre une démocratie ou un état de droit. Et puis de toute façon, l'état de droit, je veux dire, voilà, il y a même en termes de droit international, pour revenir justement à la décision de la Cour suprême israélienne de chasser 10 000 Palestiniens donc dans le sud d'Hébron, la Cour suprême israélienne a clairement dit que le droit israélien prévaut sur le droit international, ce qui est contraire à tout principe de l'État, en termes d'état de droit. Merci beaucoup, Sarah Grira, de nous avoir éclairé sur cette tragédie, la mort de notre consoeur, mais également cette tragédie palestinienne à laquelle on s'est malheureusement habitué. On ne devrait pas s'y habituer.